parler donc du projet UNVAR. C'est un projet qui vise à étudier la lutte contre varroa en hiver. Donc ce projet, il est né d'une collaboration entre différentes ADA, l'ADANA, l'ADA Occitanie, l'ADA PACA et l'ADA Grand Est, ainsi que l'ITSAP et l'INRA. C'est un projet qui est financé par France Agrimaire et les financements régionaux des différentes régions, et donc qui s'étend sur 3 années. Ce projet, il est décliné en 2 actions. Il y a d'abord une action d'expérimentation sur différentes stratégies de lutte hivernale. Cette action d'expérimentation, elle s'est faite sur 2 années, donc l'hiver 2020-2021, ainsi que l'année 2021-2022. Ensuite, il y a une seconde action qui consiste à accompagner, on appelle ça un accompagnement pluri-expert. En fait, c'est un accompagnement qui est composé à la fois d'un vétérinaire et d'un technicien ADA, et qui permet aux apiculteurs qui sont en difficulté sanitaire d'avoir une meilleure gestion du varroa sur leur exploitation. Donc, dans cette présentation, je vais principalement vous parler des résultats de l'expérimentation de l'hiver 2020-2021. Voilà, alors ici, c'est une petite slide juste pour rappeler un petit peu pourquoi on a décidé de faire cette expérimentation. Et donc là, c'est vraiment une représentation, enfin, c'est une représentation un peu théorique. En fait, alors ici, ce sont le nombre de varroa, cette fois-ci compté donc, sur l'ange en début de saison. Donc ici, on est en début de saison, on est vers le mois de mars, donc en sortie d'hiver. Et donc, en fonction du niveau d'infestation en début de saison, on va voir que donc, le varroa, comme vous le savez, il a une dynamique exponentielle au cours de la saison. Et donc, en fonction du niveau d'infestation qu'on aura en sortie d'hiver, on va atteindre différents niveaux d'infestation au cours de la saison qui peuvent se révéler problématiques à la fois pour la santé de vos colonies et à la fois pour la performance de production. Donc, il y a une étude, je le mettrai dans le chat juste après, qui a été menée et qui dit qu'il y a un seuil de tolérance économique de 3 VP pour 100 abeilles. Donc, au-delà de ce seuil, les colonies se trouvent vraiment affectées en termes de production. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que quand on commence la saison, donc la saison apicole au mois de mars, avec donc 0 VP pour 100 abeilles, qui est donc l'objectif printanier. Donc là, c'est la courbe qu'on voit ici, qui est verte. On peut voir qu'on va atteindre, en fait, on ne va pas atteindre ce seuil de tolérance économique. Enfin, tout ça, c'est très théorique, hein. En principe, on ne va pas l'atteindre. Forcément, ça dépend de la dynamique de la population, de différents éléments. Et en général, donc, on va rester en dessous de ce seuil de tolérance économique jusqu'au moment où interviennent les traitements de fin de saison, donc au mois d'août, septembre, voire avant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'apiculteurs qui mettent en place des traitements de fin de saison déjà, parfois à partir du mois de juillet, début août, en fonction des mielés qu'ils visent. Et alors, on peut voir que lorsque en fait, on dépasse ces niveaux d'infestation, donc on est à 100 varroa à la colonie ou 200 varroa à la colonie, en fait, on va avoir des courbes, donc c'est les courbes bleues et les courbes rouges, qui vont en fait atteindre ce seuil de tolérance économique plutôt au mois de mai et de juin. Donc là, on est en pleine saison apicole, et donc on va avoir des apiculteurs qui, d'une part, vont voir leur production être touchée par l'infestation parasitaire, et d'autre part, des colonies qui vont être en mauvaise santé et probablement qui vont voir une dépopulation importante au cours de l'été et au cours de l'automne, en fonction du moment où ils mettront en place un traitement de fin de saison. Donc voilà, c'était pour illustrer vraiment l'importance de commencer la saison apicole avec des niveaux d'infestation qui sont suffisamment bas. Et alors là, voilà, on revient un petit peu au projet donc, qui est mené à l'ADANA. Donc on avait observé dans l'Observatoire Varroa Nouvelle-Aquitaine 2019, c'était à la campagne de printemps, qu'en fait, on avait quand même 30% des échantillons qui étaient traités lors de cette campagne qui n'atteignaient pas les 0 VP pour 100 abeilles. Donc, ça veut dire que nous, sur
900 échantillons qui avaient été traités. Il y avait quand même 300 colonies qui commençaient la saison apicole dans des mauvaises conditions. Et d'autre part, on avait 40% de nos apiculteurs participants qui ne mettaient pas encore en place de lutte hivernale. Donc ça, ce sont des indicateurs qui révélaient que, en fait, alors soit c'était un manque d'information, soit un manque de connaissances techniques sur les luttes hivernales. Mais en tout cas, on observait qu'il y avait encore trop d'apiculteurs qui commençaient la saison apicole dans des conditions sanitaires qui n'étaient pas optimales. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'est né le projet WinVar, donc qui vise à étudier les stratégies de lutte contre varroa en hiver. Donc, alors, au niveau du dispositif expérimental, alors voilà, c'est une expérimentation qui a eu lieu lors de l'hiver 2020-2021. Il y a 4 modalités, donc 4 traitements qui ont été testés. Donc, ce sont des traitements qui ont eu lieu pendant l'hiver, en sachant que les colonies avaient reçu préalablement un traitement en fin de saison. Et alors, vous allez voir, en fait, c'est une expérimentation qui était de grande taille, donc sur plusieurs ruchers dans différentes régions. Donc, on n'a pas pu... Le traitement de fin de saison, il était différent en fonction des ruchers, des ruchers qui ont été mis en expérimentation dans les différentes régions. Et donc, il y avait eu un traitement de fin de saison. Et ensuite, il y a eu différents traitements d'hiver. Donc, soit un traitement qui utilisait donc, le médicament, la pipioxale, par dégouttement. Ensuite, il y avait un second traitement, on utilisait la pipioxale par dégouttement suivi d'une sublimation, aussi appelée fumigation, à 7 jours d'intervalle. Et ensuite, il y avait le varomède par dégouttement. Et finalement, il y avait un lot qui n'était pas traité pendant l'hiver. Donc, pour chacun de ces lots, sur un même rucher, on avait 12 colonies pour chaque modalité. Donc, ça veut dire qu'un rucher était constitué de 48 colonies. Dans chacune des régions qui ont participé à l'expérimentation, chaque région a testé 2 ruchers, donc ce qui fait un total de 96 colonies par région. Et alors, ce dispositif expérimental, il a été testé dans les 4 régions, avec les 4 ZADA qui étaient en partenariat, ce qui fait un nombre total de 384 colonies. Donc, c'était quand même une expérimentation de taille. Et alors, il y a différentes variables qui ont été suivies au cours de l'expérimentation. C'est à la fois la présence ou l'absence de couvain au moment des traitements, puisqu'on sait que ça peut influencer fortement l'efficacité du traitement d'hiver. Donc, un comptage de varroa phorétique. Ensuite, le développement de la colonie en automne et en sortie d'hiver, donc en évaluant le nombre d'abeilles, la quantité de couvains fermés, le poids des colonies, et finalement donc l'efficacité des traitements. Et donc pour calculer l'efficacité des traitements, il y a bien sûr donc des comptages, en fait il y a des comptages sur l'ange qui sont faits tout au long du traitement, et ensuite il y a un traitement de contrôle qui permet de voir en fait tous les varroas qui ne sont pas tombés pendant le traitement, ce qu'on appelle des varroas résiduels. Et en fait, ces varroas résiduels vont permettre de calculer l'efficacité des différents traitements. Donc cette expérimentation, elle nous a permis de répondre à différentes questions. La première question, c'est de savoir si les traitements hivernaux ils permettaient de réduire la charge parasitaire en sortie d'hiver. Donc ici, on voit à la fois un premier graphe qui indique le nombre de varroas résiduels en fonction des différentes modalités, toutes régions confondues. Et ici, c'est le nombre de varroas phorétiques en sortie d'hiver par modalité, toutes régions confondues. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que les modalités qui ont reçu, les colonies qui ont reçu un traitement d'hiver, donc les 3 ici, ont une charge parasitaire qui est significativement inférieure au lot témoin. Et donc, on peut voir ici que, par exemple, en termes de varroa phorétique pour 100 abeilles, les colonies qui n'ont pas reçu de traitement en hiver, elles sortaient de l'hiver avec une médiane en VP pour 100 abeilles à 1,81, alors que l'objectif printanier, il est de 0 VP pour 100 abeilles. Donc là, clairement, on est dans les courbes de la slide précédente, les courbes bleues et rouges qui allaient atteindre un seuil de nuisibilité économique
en pleine saison. Donc là, ça a été testé quand même sur près de 300 colonies. Et donc, dans l'ensemble, au niveau de la médiane, on avait quand même une grande partie des colonies qui allaient commencer la saison apicole dans des mauvaises conditions. Et alors, on peut voir qu'en fait, entre les comptages de VP pour son abeille, donc varroa phorétique, et les comptages sur l'ange, il y avait une cohérence. Donc voilà, vous pouvez voir que par modalité, il y a des cohérences, on retrouve le même type d'infestation. Donc les deux méthodes, elles sont comparables. Et comme on a discuté précédemment, on pense en tout cas que la méthode de varroa phorétique, elle est moins chronophage pour les apiculteurs. Ensuite, une seconde question auquel on a pu répondre, c'est de savoir si finalement l'efficacité des différents médicaments AMM, dans notre cas donc l'apibioxal et le varomètre qui avaient été testés en hiver, est-ce qu'ils étaient finalement suffisants? Il faut savoir que pour ces médicaments AMM qui sont biologiques, les efficacités requises sont de 90%. Et ici, ce qu'on a trouvé, c'est que pour les 3 modalités, on avait des efficacités qui étaient comprises entre 86 et 89%. Donc, on était proche des efficacités standards requises pour ce médicament, mais on ne les atteignait pas. On s'est aussi rendu compte qu'il n'y avait pas donc de différence significative entre les différents traitements ici qui avaient été testés. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que pour le traitement donc, à l'apibioxal ou d'abord par dégouttement suivi d'une sublimation à 7 jours, on peut voir qu'en fait, les résultats, ils sont plus homogènes. Donc, l'étendue des résultats est plus faible. Ce qui veut dire donc que dans l'ensemble, on avait des résultats plus homogènes qui tirent tous vers une efficacité un petit peu plus élevée, on est à 89%. Alors ici, on a considéré aussi on a considéré qu'en dessous de 80% d'efficacité, voilà, ces traitements n'étaient pas tout à fait satisfaisants. Ce qu'on peut voir ici sur cette slide, c'est qu'en fait, pour chacun des traitements qui avaient été testés, on retrouve toujours une proportion variable en fonction des modalités, mais une proportion des colonies qui ont des échecs de traitement, donc qui ont des efficacités en dessous de 80%. Et ces échecs de traitement, ils sont variables en fonction des modalités. Donc, on peut voir ici, par exemple, pour la double application d'apibioxal, on a un échec de traitement de plus ou moins 10%, alors que là, quand on a une simple application par dégouttement, on est plutôt de l'ordre de 25%. En fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec la lecture des box plots, mais donc cette ligne-là qu'on voit au centre, donc c'est la médiane. Ici, on a 25% des données, 25% des données, et de l'autre côté aussi, 25% des données, 25% des données. Donc, on a à la fois la médiane, et on a à la fois on a une représentation un petit peu de l'étendue des données. On a voulu également regarder l'influence du couvain sur l'efficacité des traitements, puisqu'on entend souvent, enfin, ça fait partie même des conditions d'utilisation, enfin, des conditions de recommandation des traitements divers, c'est vraiment de traiter hors couvain. Donc, on voulait voir un petit peu quelle était donc l'influence de ce couvain sur l'efficacité des traitements, puisqu'aujourd'hui, avec les hivers doux qu'on a dans nos régions, en tout cas, il arrive souvent qu'en fait, il n'y ait plus vraiment de période pendant l'hiver où la colonie se trouve hors couvain. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est donc l'efficacité des différents traitements qui ont été testés. Alors, du côté gauche, on est en absence de couvain. Donc, en fait, on est dans les conditions idéales, optimales d'utilisation. Alors que du côté droit, on est en présence de couvain. Donc, en fait, juste avant de mettre en place les traitements, on était en hiver, donc on était au mois de décembre et de janvier. Chaque colonie, on a vérifié dans chacune des colonies s'il y avait présence ou absence de couvain. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a en effet un gain d'efficacité de 3%. Donc, on passe de 84% à 87% lorsque on passe hors couvain avec le traitement apibioxal par dégouttement. Et on a un gain d'efficacité de 8%. Donc, on passe de 82%
à 90% avec le traitement varomètre par dégouttement. Donc, en effet, on peut observer une augmentation de l'efficacité lorsque la colonie est hors couvain. Et par contre, pour ce qui est de la double application, donc d'abibioxal en dégouttement suivi d'une sublimation, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de différence que la colonie soit en présence ou absence de couvain. Donc, enfin, l'hypothèse, c'est bien sûr que la double application, en fait, elle permet de pallier à la présence de couvain et donc de maintenir une efficacité, même si on se trouve dans de conditions moins optimales pour mettre en place un traitement d'hiver. Une autre question auquel on peut répondre, c'est de savoir finalement si ces traitements d'hiver, ils ont un impact sur le développement des colonies, puisqu'on a nous, en tout cas, parmi nos apiculteurs membres, des apiculteurs qui sont très réticents à l'idée d'utiliser des acides organiques par dégouttement, qui trouvent que très agressifs sur leurs abeilles et qui ont peur de dépopulation très forte. Donc voilà, les différents paramètres qui avaient été étudiés lors de l'expérimentation, c'était le nombre d'abeilles, donc à l'automne et en sortie d'hiver, la quantité de couvain et les poids des corps. Et il n'y a pas eu de différence significative entre les colonies qui avaient été traitées pendant l'hiver et entre le lot témoin. Donc voilà, ce qu'il faut retenir principalement de cette expérimentation, c'est que la mise en place d'un traitement hivernal, elle permet de réduire significativement la charge parasitaire, que les 3 modalités qu'on a testées, elles avaient des efficacités comprises entre 86 et 89%. En absence de couvain, l'efficacité des traitements était améliorée de 3% pour le traitement apibioxal par dégouttement et de 8% pour le traitement varomètre par dégouttement. Et alors, en absence de couvain, il n'y avait par contre pas d'efficacité pour la double application d'apibioxal par dégouttement suivi d'une sublimation à 7 jours. Ensuite, il faut bien se rendre compte que même si on met en place un traitement d'hiver, il y aura toujours forcément sur un rucher des colonies qui échapperont, enfin plutôt des varrois qui échapperont au traitement. Donc, les échecs de traitement, ils sont inévitables et ils étaient variables en fonction des modalités, variant de 10 à 25%. 10% pour la double application d'apibioxal et 25% pour la simple application d'apibioxal. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la double application d'apibioxal, elle semblait donner des résultats plus homogènes, même si la médiane était pas significativement différente des autres modalités. On peut voir que l'étendue des données, elle était plus compressée. Donc, les résultats étaient de manière générale plus homogènes. Et donc, il y avait une probabilité réduite de rencontrer un échec de traitement pour cette modalité-là. Finalement, on a vu que les comptages de varroa phorétique, ils étaient étroitement corrélés avec les mesures d'infestation exhaustives de chute sur l'ange. Donc, voilà, en sachant qu'on considère quand même que ces mesures sur l'ange de semaine en semaine sont assez chronophages. Les comptages en varroa phorétique sont plutôt une méthode qui peut être utilisée si l'on le souhaite. Et alors finalement, aucun des traitements hivernaux ne semblait impacter la dynamique des colonies en sortie d'hivernage. Alors, sur base de cette première année d'expérimentation, en fait, on a dessiné le protocole expérimental pour la seconde année d'expérimentation, que je vais vous présenter maintenant. En fait, on a trouvé que les résultats de la première année, ils étaient intéressants, surtout pour la modalité où on avait une double utilisation d'apibioxal, à la fois par dégouttement suivi d'une sublimation. Donc, on a voulu voir un petit peu jusqu'où on pourrait aller en multipliant ce nombre d'applications d'acide oxalique. Donc, les différents traitements qui ont été testés lors de l'année 2021-2022, c'est une première modalité avec le médicament apibioxal par dégouttement, puis une seconde modalité où on utilise l'apibioxal et en fait on fait 2 sublimations à 5-6 jours d'intervalle, et finalement une troisième modalité avec le médicament apibioxal où on applique 4 applications d'apibioxal par sublimation sur une période de 16 jours. Donc voilà, de nouveau, pour chacun de ces lots, sur un même rucher, on avait 15 colonies, 15 réplicas.
chaque ADA a testé 4 ruchers dans sa région. Donc, ça faisait un total de 180 colonies par région, dans les 4 régions, ce qui nous a mené à un total de 720 colonies. Et alors, voilà, les variables suivies étaient les suivantes. Donc, de nouveau, présence, absence de couvain, le VP % abeilles, le développement de la colonie. En fait, là, c'était même au cours de la saison, puisque contrairement à ce qui avait été fait en 2020-2021, en fait, ici, on a également, au lieu de calculer l'efficacité des traitements, en fait, on a voulu évaluer l'impact des traitements sur les performances de production sur la mielée d'été. Donc, en fait, on n'a pas fait de traitement de contrôle, ce qui ne nous a pas permis de calculer l'efficacité des traitements, mais par contre, on a pu évaluer donc l'effet de ces traitements sur les performances de production. On a visé en fait la mielée d'été, puisque c'est généralement la mielée qui est la plus impactée s'il y a une infestation varroa importante. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter ce qui a été fait en 2021-2022. Les résultats n'ont pas encore été traités et analysés, mais ils vont apparaître là en début d'année 2023. C'est ici que se clôture la présentation, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Claire. Oui, effectivement, il y a des questions pour toi. Quelqu'un te demande ton avis sur le traitement hivernal des faibles colonies. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Qu'est-ce qui est recommandé? Comment faire? Pour les faibles colonies, qu'est-ce qu'on veut dire par faibles colonies? Est-ce que ce sont des colonies qui sont peu populeuses? Est-ce que ce sont des colonies Oui, je pense que ça doit être ça, tu vois, comme... ou très infestées? Eh ben, peut-être les deux. Par exemple, je sais pas, des fois, quand on a une colonie qui est réduite, je sais pas, sur 6 ou 5 cadres et qu'elle est très infestée, ben, est-ce qu'on peut, par exemple, envisager un engagement hivernal? Des fois, c'est pas le cas. Voilà, il y a des trucs. Peut-être que ça regroupe un peu tout ça, quoi. Alors, pour ce qui est de l'encagement hivernal, si la colonie est très infestée, il y a toujours un peu un risque quand on encage une colonie qui est très infestée, on va avoir les varrois qui vont tous passer en phase de phorésie en même temps. Donc, il faut voir si la colonie est capable de supporter ça. Sinon, je pense que le dégoûtement, ce qui est important de savoir, c'est que le dégoûtement, il ne peut être qu'utilisé une seule fois sur une même génération d'abeilles, alors que les sublimations, elles peuvent être répétées, même si on fait 2 sublimations d'affilée, voire plus, ça ne semble pas avoir un impact sur les abeilles et donc une éventuelle dépopulation. Donc à ce moment-là, dans la mesure du possible, peut-être un encagement ou de multiplier les traitements divers et surtout d'essayer de bien suivre les colonies et d'essayer de trouver le moment idéal, le moment en fait où la colonie est hors couvain. Mais de toute manière, même si dans certaines régions, il n'y a plus vraiment cette rupture de ponte pendant l'hiver et on parvient plus à trouver cette situation idéale où les colonies sont hors couvain, il vaut toujours mieux, c'est ce que les résultats de l'expérimentation montaient, mais c'est toujours mieux de traiter que de ne pas traiter en hiver. Et là, je pense que les résultats d'expérimentation, ils révélaient vraiment que ce traitement d'hiver, il n'est plus une option aujourd'hui avec les conditions météo qu'on a, en tout cas dans les régions là qu'on a testé, enfin dans les régions dans lesquelles ont eu lieu ces expérimentations. C'était quand même, pour 3 régions sur 4, c'était des régions qui se trouvaient dans le sud de la France, donc où les hivers sont de plus en plus doux. Merci. Il y a eu plusieurs questions qui concernent l'application de l'apibioxal. La première question, la première personne qui a posé une question là-dessus, elle s'interroge sur la potentielle efficacité de l'apibioxal par sublimation seulement. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, l'apibioxal par sublimation, oui, c'est possible. Il y a un souci de caramélisation du médicament dans dans l'appareil de sublimation, puisqu'en fait, il y a du sucre qui a été ajouté pour la composition de ce médicament-là.
Donc, ça demande un petit peu de travail de nettoyage, mais c'est possible. Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut bien nettoyer entre chaque passage de Oui, la sublimation, ce qui est un peu plus chronophage, quoi. oui. Très bien. Après, il y a plusieurs personnes qui s'interrogeaient sur la pertinence de la double application de l'apibioxal. Est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur les abeilles? Est-ce qu'il y a des pertes de reines qui ont été évaluées? Voilà. Est-ce que tu as observé quelque chose par rapport à ça? En tout cas, là, ce que les résultats de l'expérimentation ont montré, c'est que ça n'avait pas d'impact négatif sur les colonies, que ce soit en termes de dépopulation, de perte de reines. Ça n'avait pas été observé. Et alors, les résultats de l'expérimentation de l'année 2021-2022, ils sont pas encore, enfin, ils n'ont pas encore été analysés, mais notre impression en tant que techniciens qui avons été sur les ruchers expérimentaux, c'était que euh, ça ne semblait pas non plus avoir d'impact négatif de multiplier le nombre de sublimations. D'accord. Mais par contre, c'est vraiment déconseillé de faire 2 dégoûtements de suite. Mm. Ça, c'est important. Donc, un dégoûtement, une sublimation, c'est ce qu'on a testé et ça n'a pas l'air d'avoir eu d'impact négatif. Enfin, ça n'a pas eu d'impact négatif parce que c'est quand même une expérimentation, je pense, où on peut tirer des conclusions par rapport à aussi la taille de l'expérimentation. Voilà. Ok. Est-ce que, après, est-ce que tu peux préciser combien de temps dans l'expé vous avez laissé entre les deux passages d'acide oxalique? Parce qu'il y a une Ouais. personne qui se demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire, par exemple, 2 passages en dégoûtement à 1 semaine d'intervalle. Peut-être en pensant qu'une semaine d'intervalle, ça permet de limiter l'action délétère de l'acide oxalique en dégoûtement sur les Mhm. abeilles. Alors, dans le cas de l'expérimentation, donc pour la première année d'expérimentation, entre le dégoûtement et la sublimation, il y a 7 jours qui s'étaient écoulés. Et dans la seconde année d'expérimentation, en fait, pour la modalité où on avait 2 sublimations, c'était à 5-6 jours d'intervalle. Et alors, pour les 4 sublimations, en fait, il y a 4 sublimations qui ont été faites sur une période de 16 jours, ou plus ou moins à 4 jours d'intervalle. Après, pour ce qui est du double dégoûtement, en fait, ce qu'il y a, c'est que le dégoûtement, l'acide est directement, enfin, est plus directement en contact avec la cuticule des abeilles. Et on sait que les abeilles d'une même génération, en fait, les abeilles qui se trouvent dans la colonie ne supportent pas d'avoir 2 fois ce produit très acide sur leur cuticule. Alors, ça ne les impacte pas quand il s'agit d'un dégoûtement, mais il semblerait que quand il y a 2 dégoûtements sur une même génération d'abeilles, donc par exemple à 1 semaine d'intervalle, ça serait le cas, là, ça pourrait avoir vraiment un effet négatif, en tout cas sur les abeilles, et donc une dépopulation forte pour les abeilles qui en souffriraient et en mourraient. Mm. Mm. C'est un risque qu'on n'a pas envie de prendre en hiver, quoi. Ouais. Ensuite, il y a une question sur comment interpréter, tu parlais de l'efficacité du témoin de 47%. Comment est-ce qu'on interprète ça et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors en fait, donc, il faut imaginer que ce sont des... Ouais, c'est une bonne question. Attendez, il faut que je réfléchisse aussi un petit peu. Si vous voulez, je répondrai à la question dans la discussion plutôt que je me pose pour D'accord, réfléchir à ça. parfait, ça marche. Ensuite, par rapport au traitement de contrôle, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce qu'il y a une question, c'est enfin, en gros, puisque l'apibioxal n'est pas efficace à 100% comme tu en parles, alors pourquoi est-ce qu'on l'utiliserait comme moyen de contrôle? Alors en fait, c'est pas l'apibioxal qui avait été utilisé dans cette expérimentation pour le traitement de contrôle. Donc l'apibioxal avait été utilisé en tant que traitement qu'on voulait tester. Et en fait, ensuite, alors je pense que c'était 6 semaines après le traitement d'hiver. En fait, il y a eu un traitement de contrôle qui permettait en fait de savoir tous les varrois qui n'étaient pas tombés pendant le traitement d'hiver, et donc sur cette base-là de calculer l'efficacité du traitement d'hiver. D'accord, merci beaucoup. Il y a une question, je vais la... Ah zut, elle est remontée d'un cran, mon écran.
Je vais la poser telle quelle parce que je trouve qu'elle est assez bien posée. S'il n'y a pas de différence significative du nombre d'abeilles, quantité de couvain et poids du corps entre les colonies traitées et les lots témoins, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la charge parasitaire en varroa finalement? Alors peut-être que c'est trop tôt pour voir. Donc on a vu qu'il y avait vraiment une différence donc, en termes de charge parasitaire entre les colonies qui étaient traitées et le lot témoin. Ça, c'était en sortie d'hiver. À ce stade-là, il n'y avait pas encore d'effet sur la population au sein des colonies, mais probablement que cet effet, il se verrait si on avait poursuivi l'expérimentation plus longtemps, parce qu'on sait qu'il y a toujours un peu un décalage. D'abord, il y a une différence en termes de charge parasitaire, et puis quelques mois plus tard, en fait, il peut y avoir un effet sur les populations d'abeilles. Donc, en effet, en sortie d'hiver, on a vu une différence en termes de charge parasitaire et on n'en a pas vu sur les populations d'abeilles, la quantité de couvain. Mais c'est pas dit que si on avait refait cette mesure, je sais pas, quelques semaines, voire quelques mois plus tard, on aurait vu des différences.